Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables et inspirantes, alors ce podcast est réellement fait pour vous. Je sais que vous adorez le triathlon et que les épisodes avec des triathlètes vous ont énormément plu. Mais il faut aussi savoir varier les plaisirs. Mais comme je suis un petit peu gourmand, je suis allé voir le dernier sportif triathlète de cette petite série. Et je peux vous dire que j'ai terminé en beauté en discutant avec Alexis Anquincan. Alexis est tout simplement 3 fois champion du monde de paratriathlon. Il a des performances de dingue et digne des meilleurs athlètes valides. En plus, Alexis a été transparent. VMA, PMA, il nous dit tout sur ses stats et sur ses émotions. Il déborde d'énergie, il est super spontané. Franchement, c'était un super plaisir de le rencontrer parce que c'est vraiment une personne qui dégage vraiment beaucoup de bonnes ondes. Je vous le dis sincèrement, tous les sportifs ne sont pas comme ça, ne sont pas aussi humbles, ne sont pas aussi faciles d'accès. Donc franchement, j'espère que l'épisode va vous plaire, notamment que Alexis mérite du soutien et parce qu'il le mérite vraiment et que c'est un gros espoir de médaille pour ces Jeux paralympiques. Donc je vous encourage à aller le suivre dès maintenant sur ses réseaux sociaux parce que c'est vraiment une super chouette personne. Et après cet épisode, vous en serez vraiment convaincu comme moi. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je sais, je vous répète ma petite dambouille, mais cette fois-ci, je tenais vraiment à vous remercier, car ces derniers jours, le podcast a été très régulièrement dans le top 3, dans le top 5 des applications de podcast, devant des très grosses émissions, des gros médias sportifs que vous connaissez, l'équipe, RMC, Eurosport. Et ça, c'est grâce à vous. C'est vraiment parce que vous êtes un public de dingue, vous êtes un public extraordinaire. Vous partagez le podcast sur les réseaux, vous en parlez autour de vous, vous me recommandez des sportifs. Franchement, ça me fait chaud au cœur et c'est grâce à vous que on arrive à déplacer des montagnes et à rivaliser avec les plus grands. Donc merci 1000 fois, car c'est vraiment que le début. Et si, comme moi, vous avez l'esprit un petit peu de compétition, comme l'invité du jour, vous allez le voir, continuez de le faire parce que je vous assure que le podcast va aller très loin et qu'on peut créer une nouvelle forme de média et qu'on peut proposer quelque chose de différent. Et voilà, je vous dis encore une dernière fois merci. Bon, je suis très content des résultats, mais sachez quand même que j'en vis pas encore. Et oui, il faut être honnête et savoir être humble. Et bien que les sponsors arrivent, vous avez sûrement d'ailleurs entendu peut-être quelques petits messages publicitaires. Le meilleur moyen pour moi d'attirer ces sponsors, c'est de leur montrer les notes iTunes parce que c'est la seule façon pour eux de savoir si vous aimez vraiment le podcast, si vous êtes nombreux à écouter et si le podcast a une certaine notoriété. Et effectivement, il en a, mais continuez de le faire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Si vous aimez le contenu qui est proposé, prenez 30 petites secondes. Sachez que pour moi, ça vaut de l'or et ça m'aide énormément à convaincre ces marques et aussi ça m'aide à convaincre les agents de sportifs célèbres. Je vous assure que ça a un vrai impact. Donc voilà, moi c'est des heures de boulot, vous c'est 30 petites secondes. Je sais que vous en serez fortement reconnaissant. Bon, j'arrête de vous embêter parce que l'invité du jour est vraiment incroyable et j'espère que vous allez apprécier cet épisode autant que moi. Je laisse ma place à Alexis Anquincan. On est parti ? Ouais. Salut Alexis. Salut Barthélemy. Écoute, merci beaucoup de m'accorder du temps. Je sais qu'en ce moment, t'es de plus en plus chargé. Il y a Abu Dhabi qui arrive là bientôt, tu m'as dit en mars, c'est ça ? Ouais, début mars, ouais. C'est vrai que le planning est un peu chargé en ce moment, mais bon, c'est cool de te voir. Ouais, génial. Mais en plus, comme les auditeurs le savent, je prépare une petite série sur... je vais essayer de rencontrer effectivement le maximum d'athlètes qui vont aller aux JO ou aux Jeux paralympiques. Okay. Je suis hyper content de te rencontrer parce que déjà, j'ai fait 50 triathlons, comme je te disais à l'instant. Ouais. Donc, c'est un sport qu'on partage, une passion commune. Et en plus, comme je te le disais aussi, je m'intéresse de plus en plus au sport para, au sport handi, parce que c'est des histoires que je trouve incroyables. À chaque fois, je suis scotché, je suis retourné pendant 2 jours et je suis bluffé par le courage. Donc je sais que là, je te connais un petit peu maintenant parce que j'ai fait
pas mal de recherches, mais je sais qu'on va passer un super bon moment, donc vraiment merci merci infiniment. Je tiens à le dire, c'est sympa les sportifs qui libèrent un petit peu de temps, donc on va attaquer. C'est un plaisir. Ouais. Comme je te le disais, je commence toujours avec une question un petit peu, c'est la tradition sur ce podcast, c'est à savoir quel est ton premier souvenir de sport? Alors, mon premier souvenir de sport, en tout cas en tant que triathlète, c'est ma deuxième place au championnat de France paratriathlon en 2016. Ouais. Parce que c'est là où vraiment tout se déclenche pour moi. Je suis révélé un peu, entre guillemets, dans ce sport et c'est là que je comprends qu'il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Ouais, juste par curiosité, on saute un petit peu l'enfance, l'adolescence, mais on y reviendra juste après. Mais t'avais commencé le tri combien de temps avant? Bah en fait, j'ai commencé le tri 1 an avant seulement. En fait, moi, je suis accidenté du travail en 2010. En fait, je me fais broyer la jambe par un engin de chantier. J'ai une vie assez atypique pour un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé 10 ans dans le milieu professionnel avant d'être sportif de haut niveau, donc c'est pas forcément quelque chose de très commun. Ouais. Mais du coup, voilà, à la suite de cet accident en 2010, je demande à me faire amputer en septembre 2013. Okay. Et tout de suite, à la suite de cette amputation, pour moi, c'est très important d'avoir un nouveau challenge. Et je me suis dit, allez, je me remets dans le sport. Et le triathlon, c'est un des sports les plus difficiles en termes de pratique parce que ça demande énormément d'énergie. Et là, je me suis dit, ça, c'est pour toi. Et rentre dedans, quoi. Ok, t'avais des amis triathlon ou t'avais comment tu savais que c'était un des sports les plus exigeants? En fait, sur cette période de août 2010, septembre 2013, donc à peu près 3 ans, le seul sport que j'arrive à faire, c'est du vélo parce que ma cheville est bloquée et que ma jambe est vraiment dans un sale état. Et voilà, je suis pas du tout cycliste de base, mais là, voilà, j'apprends à aimer ce sport parce que au final, je me rends compte que j'arrive à me faire mal à la tronche, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, en fait, à partir du moment où je demande l'amputation, étant boxeur à la base, je pratiquais pas mal la course à pied. Et je me suis dit, voilà, tu peux recourir avec une prothèse, tu peux faire du vélo, tu as atteint un bon niveau de vélo. Donc triathlon, voilà, il restait plus que la natation et je me suis dit, là, on verra bien ce que ça donne, quoi. Ok, bon, attends, ça part un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de choses à dire. Mais juste, tu m'as dit que ça te posait pas de problème, mais j'avais envie de comprendre un petit peu. Tu as dit que tu avais demandé l'amputation, ouais. Parce que tu avais encore ta jambe avant. Ouais. Elle te faisait énormément souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans et qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce choix-là? Parce que je le trouve extrêmement courageux, quoi. Enfin, de mon point de vue. En fait, cet accident, il a été assez violent. En fait, ma jambe a été complètement broyée par un engin de chantier. Et en fait, c'est toutes les parties molles comprises. Donc, c'est les nerfs, les muscles et tout ça. Donc, il n'y avait pas eu de fracture. Ouais. Par contre, il y a eu beaucoup d'opérations pour essayer de sauver cette jambe. Et en fait, médicalement, elle était sauvée. Sauf que au quotidien, j'avais un pied qui était bloqué, j'avais les orteils qui commençaient à se rétracter et du coup à se blesser. J'avais de l'hypersensibilité, donc je pouvais quasiment plus marcher pieds nus. J'avais une boiterie qui s'était installée, donc en fait ça devenait vraiment une grosse galère. Ouais. Et voilà, il a fallu 3 ans, c'est pas une décision qu'on prend facilement. Mais du coup, voilà, ça a été pour moi une évidence de me dire qu'il fallait avoir recours à cette amputation. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui paraît peut-être fou, mais qui m'a été, pour moi, salutaire parce qu'aujourd'hui, je refais tout ce que j'ai envie comme tout le monde et même peut-être mieux que tout le monde. ouais, c'est ça, c'est impressionnant en tout cas. Suite à cette opération, ça a été douloureux, j'imagine aussi un peu ou... En fait, dans mon parcours, la douleur, on peut plus vraiment dire ce que c'est parce que j'ai tellement connu la douleur que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir une acceptation de la douleur que beaucoup n'auraient pas conscience. Ouais. Tu sais d'où ça vient? Effectivement, il y a l'accident, mais avant, il y avait des prédispositions aussi à ça. Ouais, après, moi, je suis un gros mental de gagneur de base un peu, et puis c'est vrai que j'ai un bon mental. J'aime pas trop me résigner, j'aime bien aller de l'avant, donc ça doit aider. Ouais. Et tu faisais partie des enfants à l'école qui voulaient toujours gagner et qui étaient mauvais perdants ou pas? Mauvais perdants, oui. Après, j'avais une enfance où j'étais pas forcément compétiteur. C'est vraiment venu avec l'adolescence, quoi. Ok, d'accord. T'avais des parents qui font du sport? Du tout. Du tout. Non, en fait, moi j'ai des parents qui sont pas du tout sportifs. Par contre, ils ont 2 enfants qui sont sportifs professionnels. Donc moi, je suis triathlète et mon frère est cavalier professionnel de cheval. Donc d'accord. Voilà. Ok, super intéressant. Ouais. Il est complètement à l'opposé. Complètement. Ouais, c'est ça. Et vous échangez quelques tips entre frères. Vous avez quoi comme relation? En fait, on a 7 ans d'écart, donc on a une relation qui est assez lointaine parce que on est à peu près à 1 heure de route l'un de l'autre. Et du coup, lui entre ses concours équestres et moi
moi, mes courses internationales de triathlon, on n'a pas vraiment l'occasion de se voir, mais c'est toujours un plaisir quand on peut. Ouais, bah, j'ai rencontré là il y a pas très longtemps Victor Lévesque. D'ailleurs, c'est un épisode que j'encourage tous les auditeurs à écouter après, qui est un peu le petit prince de l'équitation. Et c'est vrai que je regardais sa vie, c'est toujours à droite à gauche, à l'autre bout du monde, dans des concours. Enfin, ça a l'air d'être une vie assez dingue. Et puis le triathlon, on peut pas dire que ça soit le sport le plus comment dire, où tu restes le plus à la maison non plus, quoi. C'est ça. Okay. Et j'ai cru comprendre que t'as fait du basket et après du full contact, c'est ça? Ouais. En fait, le basket, ça a vraiment été le sport que j'ai pratiqué le plus d'années. J'ai dû faire de 7 ans jusqu'à à peu près 20 ans. Ok. On t'a mis là parce que t'es quelqu'un de très grand. Ouais, 1m95, ça aide à faire du basket, effectivement. Et puis, en fait, j'avais toujours dans ma tête envie de pratiquer un peu des sports de combat. Et en fait, la rencontre d'un pote m'a fait chavirer dans le full contact, donc boxe américaine, boxe pied-point. Et je m'y suis mis à l'âge de 18-20 ans, quoi. Et en fait, tout de suite, j'ai adoré ça. Donc j'ai fait pendant 2 ans basket plus full contact en étant maçon, donc j'avais des bonnes semaines bien chargées. Ouais. Et puis après mon épouse m'a dit bon écoute là il faut faire un choix, donc j'ai arrêté le basket, je me suis mis dans la boxe et en 50 ans je suis devenu champion de France de full contact, donc voilà, j'avais vraiment pris ce sport aussi à cœur, quoi. Ok, et tu saurais mettre des mots sur pourquoi t'as aimé ce sport, qu'est-ce qui, que t'as pas choisi le sport de combat le plus comment dire, le plus gentil, quoi. Non, en fait, ce qui m'a plu, c'est l'adrénaline justement du sport de combat. C'est voilà, monter sur un ring et être face à face avec un mec, c'est tout de suite le game, quoi. C'est là, on n'y va pas pour se faire des cadeaux. Ce qui m'a plu dans le full contact, c'est boxe pied-point, donc beaucoup de souplesse au niveau des jambes, donc aller mettre des circulaires au niveau de la tête et tout ça, ça demande beaucoup d'exercices, quoi. Et puis on se rend pas compte, mais la boxe, tenir un round de 2 minutes, pour ceux qui pratiquent, c'est vraiment difficile, c'est vraiment des trucs très durs. Et j'ai vraiment retrouvé une similitude entre le triathlon et la boxe, c'est justement cet effet d'aller chercher les limites, quoi. Vraiment d'aller essayer de les dépasser, et ça c'est vraiment important. Il y a quelques similarités dans ton entraînement. Je connais pas du tout l'entraînement des sports de combat, mais je sais que c'est extrêmement cardio. On dit les boxeurs ont un cardio aussi bon que les athlètes de fond. Ouais. T'as trouvé quelques similarités ou c'était... Effectivement, il y a le cardio qui joue énormément, et moi là où j'ai vraiment, je pense la boxe m'a apporté énormément au triathlon, c'est l'approche des compètes où justement en fait je sais relativiser et en fait on a tous le stress à l'entame de prendre le départ d'un tri, mais je pense que d'avoir été boxeur avant, ça m'a apporté une espèce de zénitude. Et j'ai l'impression d'avoir ce petit avantage comparé aux autres, quoi. Ok. T'as des petits tips ou des petits exercices justement pour les triathlètes ou même les sportifs généralement pour être un petit peu plus zen ou pour l'approche d'une compétition, parce que je sais que tu vois, enfin moi je recommande à tout le monde en tout cas d'aller voir une ligne de départ sur un triathlon. C'est tout le monde qui est en combi, il y a une ambiance qui est très particulière, un peu électrique. C'est clair. Et c'est quelque chose vraiment à voir. Toi, t'as des petits tips un peu pour rester un peu dans ta bulle? Moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, jusqu'à la veille de la course, je suis un mec qui est hyper ouvert, toujours des connards, toujours à parler. Voilà, j'aime la communication. Ça se voit. Ouais, je confirme. Et par contre, le matin de la course, là, je suis fermé, quoi. Je suis fermé et clairement, j'aime pas trop qu'on vienne m'emmerder. Ok. J'ai vraiment besoin de me mettre dans la bulle, en fait, parce qu'effectivement, le triathlon, c'est quand même un sport avec 3 disciplines. Et voilà, quand on connaît l'aspect des transitions, il faut savoir se répéter un peu tous les gestes dans sa tête. Et moi, le matin de la course, c'est primordial de me remettre le circuit dans la tête, savoir le passage des bouées, comment ça se passe, virer la combarre, voilà. Essayer de pas faire d'erreur, parce que prendre une pénalité tout de suite c'est quand même dommage, et voilà, quand on est sportif de haut niveau, on essaye justement de gommer toutes ces petites erreurs, quoi. Et du coup tu te poses un peu 30 minutes, tu te fermes les yeux et tu essaies de te retracer un peu la course. C'est ça. Je plusieurs fois dès le matin, dès le réveil, j'essaye de me caser, même si c'est 2-3 minutes, je me remets vite fait la course, je ferme les yeux, je remets la course un peu en avance, le schéma, rapide. quoi. Le schéma. Et tu dis à ton entourage un peu que le matin de la course, ils le savent. J'ai des proches qui commencent à bien me connaître et qui savent que voilà, c'est le matin de la course, il faut pas m'embêter, quoi. Chacun à sa place. Tout est déjà prêt. C'est ça. Et c'est plutôt bon signe, c'est que généralement, si justement je rentre dans ma bulle, c'est qu'il logiquement il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Par contre, effectivement, si là je commence à me disperser, c'est que là, du coup, dans ma tête, ça va pas tourner et qu'il va y avoir
avoir des conneries de fait. Voilà. Ok. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur ton passé de combattant, parce que je suis un peu curieux. C'est des sports que je connais pas du tout, mais grosso modo, c'est des combats au KO ou c'est des combats au point. Tu peux expliquer un petit peu comment ça se passait? En fait, il y a dans le full contact, il y a 3 disciplines. Il y a le light contact, donc là c'est des combats sans recherche de KO. En fait, vous êtes sur des tatamis et il y a pas de ring. D'accord. Le semi-contact, en fait, c'est comme un peu au karaté, c'est à la touche. Ok. Voilà, un peu comme l'escrime, quoi, ça se touche à la touche. Ouais. Et par contre, après, ce qu'on appelle le full contact, donc le plein contact, là, c'est en ring avec plusieurs catégories, donc casque ou pas casque pour les protections. Et là, c'est recherche du KO, quoi. Ok. C'est en combien de rounds? Alors, ça dépend du niveau, mais c'est minimum 3 rounds et ça va jusqu'à 12, quoi, pour les meilleurs, quoi. Ouais. Pour les pros, c'est 12. Ouais. C'est ça. Ok, d'accord. Et est-ce que tu en tires d'autres choses, à part justement peut-être ce petit côté un peu zen? Est-ce que t'en tires, avec le recul, t'en tires d'autres choses parce que je pense que c'est hyper enrichissant comme aventure, non? Ouais, bien sûr. Après, j'en retire aussi l'avantage d'être triathlète, c'est que voilà, c'est un sport qui à partir du moment où tu prends le départ, tu vas terminer l'arrivée, il n'y aura pas de discussion possible. Alors que malheureusement en boxe, que ce soit de la boxe anglaise, de la boxe américaine, j'ai vu quelquefois des combats où il y a des discussions arbitrales qui peuvent être remises en cause, alors que là du coup en triathlon il n'y a pas de discussion, quoi. C'est beaucoup plus juste, on va dire. Exactement. Mais sinon en termes d'entraînement, c'est vraiment des sports aussi qui apportent énormément sur le gainage, sur plein de choses. Il y a plein de choses à tirer pour faire du triathlon. Sur la connaissance du corps en général. Exactement. Je pense que t'as dû vraiment passer un niveau, quoi. Et du coup, il t'arrive ton accident, mais juste avant, est-ce que tu pensais que tu pouvais en vivre? Est-ce que tu pensais que tu pouvais en faire une carrière? C'est difficile à dire parce que du coup je le saurais jamais, mais c'est sûr que aujourd'hui c'est un sport, le full contact, qui est pas reconnu, qui est pas olympique, donc ça reste même si l'exigence d'entraînement est costaud, ça reste des entraînements qui sont ça reste des sports qui sont amateurs, et de là à en vivre, je pense que c'est difficile. Maintenant, oui, je pense que j'aurais pu faire des beaux combats européens, peut-être mondiaux, dans ce sport-là, parce que j'étais bien parti. Je regrette pas du tout ce qui s'est passé, et de toute façon, voilà, c'est comme ça. Je suis très épanoui en tant que triathlète. Ouais, c'est clair. Et tu disais tout à l'heure que c'était je crois que c'est un copain qui t'a mis au triathlon. Enfin, t'avais vu que c'était un des sports un peu dur, et que tu te mets à ça. Et que t'avais besoin de ça pour rebondir, tu vois, je pense, psychologiquement et tout. Ouais. Est-ce que t'as eu aussi des gens qui t'ont, j'imagine, comment c'est la réathlétisation, en fait? Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, en fait, ça a été compliqué dans le sens où moi, j'ai toujours eu plutôt un corps sculpté parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, et grosso modo, de 2010 à 2013, j'ai eu une période où je me suis un peu ankylosé et tout. 2013-2015, ça a été trouver les prothèses qu'il fallait pour la pratique et tout ça, donc pareil, c'était pas optimum. Par contre, dès début 2016, là par contre, je me suis mis vraiment en mode game, et j'ai remis les crampons entre guillemets, quoi. Ouais. Et ça a été tout de suite un plaisir. J'ai repris énormément de plaisir à pouvoir recourir, repédaler, nager. Et en fait, j'ai fait 8 mois d'entraînement avec juste l'envie, parce que j'avais pas de plan déterminé d'entraînement. Voilà, juste l'envie. Et après, j'ai rejoint le club de Rouen Triathlon, où là, du coup, j'ai été pris en main par des entraîneurs pour commencer à installer une vraie condition physique, et commencer à essayer d'être le plus performant possible, quoi. Ouais. T'as fait quelques rencontres décisives. Si on peut citer des noms et leur rendre hommage, les gens sympas qui t'ont tendu la main. Ouais, en fait, forcément, à la suite du championnat de France paratriathlon, donc j'ai rencontré l'entraîneur national qui s'appelle. Ouais, tu fais deuxième, c'est ça? Deuxième, ouais. Donc ce jour-là, c'était pas vraiment attendu. Donc je fais la rencontre de Nicolas Becker, qui est l'entraîneur national de paratriathlon, qui tout de suite m'a dit il y a certainement quelque chose à faire avec toi, donc il m'a orienté vers Rouen Triathlon. Donc là j'ai fait la connaissance des 3 entraîneurs à l'époque, donc Nicolas Poulot, Achille et Tristan, et puis voilà, tout de suite on a vu que les semaines passaient et que ma condition était de plus en plus meilleure, que je commençais à affoler un peu les chronos. Et voilà, ça a continué crescendo, et ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je suis dans ce club-là, et
Et effectivement, là, on voit que ça prend forme, quoi. Ouais. Et ça t'a plu tout de suite l'ambiance du triathlon? Je sais Ouais. moi j'ai des copains qui n'ont pas adhéré ou des fois on reproche un Alors, petit peu. Tout le monde est un peu dans sa bulle, on est tous un peu tête brûlée, on ouais, fonce. c'est sûr, bien sûr. Moi, je suis quand même quelqu'un qui analyse pas trop les gens et Mm. voilà, j'aime passer du temps et j'aime surtout l'aspect compétition, le compétiteur et Ouais. me tirer la bourre avec des gens. Alors, peu importe qui c'est et comment ça se passe, peu importe, mais voilà, que ce soit en natation ou quoi, et ben, faut que je me la colle entre guillemets avec les gens. Ouais. Donc, effectivement, des moments, il peut y avoir des personnes qui sont un peu hautaines dans le triathlon. C'est peut-être le petit bémol de ce sport-là. Ouais, encore Par- c'est très peu quoi. Tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. Après, on sait que c'est un sport de matos aussi. Hein, Mm. le matériel en triathlon, eh ben, il en faut beaucoup entre la combi néoprène, entre le vélo, donc c'est un sport qui est onéreux. Maintenant, il faut pas s'arrêter à ça et je pense que c'est vraiment un super sport, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu peux nous raconter un petit peu la suite, un petit peu là. Tu commences, tu t'inscris déjà. Faut quand même noter quoi. Tu commences un sport, tu te dis allez, je vais commencer à m'inscrire au championnat de France tout de suite. Tu fais deuxième, donc ça surprend un peu tout le monde. T'arrives à Rouen, tu fais tes premiers résultats. Je crois que t'as fait ta première compétition internationale En en Australie. juin 2016, non? Ouais, exactement. Ma première compète vraiment internationale, c'était en Écosse, à Strathclyde en Écosse. Donc Ok. là, premier déplacement où je partais tout seul avec ma femme. C'était l'inconnu pour moi. Bah voilà, n'ayant pas. Ah, il y a personne qui te suit. Non, à ce moment-là. Pourquoi tu vas là-bas? Bah en fait, c'est un conseil un peu de l'entraîneur national en me disant bah voilà, fais tes armes, va voir un peu l'expérience que ça peut t'apporter et tout ça quoi. Ouais. Et en fait, bah ça a été ma moins bonne course de ma carrière, je pense, parce que bah, je suis arrivé là-bas, en fait, j'avais voulu vraiment m'assaisonner la tronche à l'entraînement et du coup, je suis arrivé, j'étais complètement sec, j'avais rien dans les cannes, j'étais fatigué en fait. Euh, Bah, la pression aussi d'arriver sur une course internationale où du coup bah, Ouais. voilà représenter la France et tout ça je l'ai pas très bien vécu sur cette course-là. Donc ça a été une mauvaise expérience sportive, par contre une belle expérience humaine parce que du coup je pense que ça m'a posé les jalons pour l'année d'après en me disant bon voilà, ça y est, t'as déjà fait une course, ton premier briefing en anglais machin c'est fait, donc Ouais. il faut y aller quoi. Non, puis il y a un côté aussi logistique, tu sais, Et tu prends l'avion, c'est t'as le clair. vélo, faut s'organiser, c'est quand même. C'est Tu clair. peux te faire des nœuds au cerveau assez Ouais, rapidement. carrément. Et puis pour Une le fois que coup, t'es moi, dépucelé, ça fait du bien, quoi. j'ai quand même perdu une jambe, donc pour beaucoup, ça peut paraître un handicap. Mm. Pour moi, c'est une différence, c'est pas vraiment un handicap. Par contre, mon vrai handicap, c'est qu'à l'école, j'ai pas très bien travaillé mon anglais et que du coup, aujourd'hui, je galère quand je dois aller à l'étranger. Donc ça, c'est mon vrai handicap aujourd'hui. T'as préparé ton japonais pour Tokyo? Non, il y a juste 3 mots que je sais dire bonjour, au revoir et merci beaucoup. Ok, oh, il y aura une petite interro surprise à la fin, fais attention. Mais ouais, et du coup, tu fais cette course en Écosse, tu fais combien? À l'époque, je dois terminer 7 ou 8. Parce que moi, j'avais vu une course en juin 2016 où tu fais 7e, Ouais, et c'est après, ça. en fin juillet, tu vas à Rotterdam, tu fais 2e. Ouais, alors ça c'était une course open, donc ITU. c'était un championnat du monde mais open en fait. Le vrai Ok. championnat du monde était à côté et là c'était une course open, donc Ah, c'était ok, pas d'accord. vraiment. En fait, réellement pour moi l'aventure elle commence début 2017. Je pars en Australie à Gold Coast et Ok. si jamais je fais un bon résultat sur cette course-là, en fait je suis qualifié pour les championnats d'Europe. Donc en fait, je pars en Australie avec la fleur au fusil parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller gagner cette course parce que pour moi c'était important, c'était vraiment là où il fallait commencer à prouver que j'étais un potentiel. Ouais. Et donc voilà, enfin, je me rappelle que ça a été une course incroyable pour moi parce que je la remporte et que bah, tout de suite tu te qualifies pour les Europes et puis tu sens que bah, ça y est, la spirale se met en route quoi. Ouais, ok. Et ça c'est top. Et tu peux nous raconter un petit peu cette course? Ouais, alors cette course, voilà, je suis un peu inconnu hein, parce que c'est ma vraiment première course. C'est une course ITU, c'est ça? Ouais, ou, c'est ça. C'était une WPS, donc une World Paratriathlon Series. Et du coup, voilà, ça commence. Bah, je fais une belle natation. Je suis avec ceux qui sont attendus, donc un Brésilien, un Espagnol. Je sors troisième de l'eau. Et là, bah, ça part. C'est chaud. Ouais, c'est beau, c'est chaud. Et je pars en vélo et puis je vois que j'écrase bien les pédales. Et je pose le vélo deuxième et du coup sur la course à pied là je m'envole complètement et voilà et je remporte ma course assez facilement sur la course à pied et du coup bah je suis aux anges quoi. C'est ce que tu préfères, la course?
du coup? C'est là où je leur fais vraiment mal. Ouais, ok. C'est là où je les écrase un peu, quoi. Pourquoi avec tes 1m95, t'as du mal à te cacher dans le peloton et... Ouais, bah et puis c'est vrai que je pense que voilà, je cours plutôt pas mal. J'ai un record sur 10 bornes en 33-30, donc ça fait à peu près 18 km/h de moyenne. Ouais. Donc c'est pas trop mal, quoi. C'est pas Ouais, trop ça mal. te fait une VMA du coup qui doit être à 19. Ouais, 10, je suis à 19, peine 30. ouais 19 entre 19,5 et 20 de VMA, quoi. Donc Ok, ouais, bah. ça commence à être sympa, quoi. Ouais, bah je sais que bon, il y a plein de spécialistes qui nous écoutent, ils pourront se rendre compte par eux-mêmes que c'est vraiment costaud. Et à ce moment-là, ouais, tu fais déjà beaucoup de voyages et tout, et t'es dans le para. Et est-ce que c'est indiscret de te demander, t'as eu rapidement des sponsors pour pouvoir faire tout ça? Rapidement, c'est encore j'ai eu Maintenant, j'ai l'impression que ça va mieux, tu vois. ouais, c'est de mieux en mieux, effectivement, c'est de mieux en mieux. Maintenant, c'est toujours assez aléatoire. Je pense que les sponsors, c'est aussi la chance de faire des rencontres. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens assez importants dans des entreprises qui, du coup, m'ont fait confiance, avec qui j'ai eu des très bons rapports très rapidement. Et aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est vraiment super. Ça permet de poser de la sérénité, en fait, parce qu'aujourd'hui être sportif de niveau, c'est bien. Moi, grosso modo, on m'a dit plusieurs fois, bah, ton boulot, c'est t'entraîner, manger, dormir. Sauf qu'en fait, ça, c'est vraiment dans le monde des bisounours, et qu'à côté, en fait, on se rend compte que c'est pas possible. Il y a de la relation à avoir, il y a tout un timing à gérer, il y a des demandes à gérer. Enfin, voilà, moi, je suis aussi marié et père de 2 enfants, donc du coup, voilà, j'ai une vie qui est bien remplie, quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est très important, et aujourd'hui, je remercie mes partenaires de me suivre dans cette aventure, et j'espère qu'on ira jusqu'au bout, et potentiellement jusqu'à Paris 2024, ça serait pas mal, quoi. Bah ouais, bon, step by step, je pense, étape par étape. Tokyo, déjà, il y a une grosse prépa et franchement, t'es vachement attendu. J'ai lu aussi que t'aimais bien avoir un petit peu cette carrure de favori maintenant. Oui, bah c'est Mm. excitant, c'est excitant. Moi aujourd'hui, je m'impose des entraînements assez violents. Je m'impose enfin j'essaye en tout cas d'avoir une hygiène de vie assez irréprochable. Donc c'est pas forcément pour me dire ah bah non, moi je veux pas gagner, je veux pas gagner. Bien sûr que ça me plaît de gagner. Je fais tout ça pour ça. Je veux dire aujourd'hui je suis sur un objectif où oui je veux être champion paralympique à Tokyo. Mon premier objectif c'était déjà de participer aux Jeux. Quand j'ai commencé à dire à mes proches que je voulais faire les Jeux, déjà j'étais pris un peu pour un fou. Ouais. Maintenant, je suis 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Et ça, j'ai même pas pris le temps quasiment d'apprécier ça, parce que justement, je suis tellement dans une optique de vouloir engranger, et surtout de pas vouloir avoir de regrets, que voilà, aujourd'hui, ben ouais, pour moi, c'est excitant d'être favori. Alors forcément, ben, j'ai pas envie de me louper, parce que quand cette étiquette de favori, ben, tout le monde t'attend, et malheureusement, ça peut être perçu comme un échec si tu réussis pas. Mais à la rigueur, je préfère être favori que être bon dernier et d'espérer quelque chose, quoi. Ah, j'aime bien les gens qui sont sincères comme ça. Franchement, on fait du sport pour gagner, quoi. Bah, bien Vraiment. sûr, bien sûr. Ouais. Enfin, sinon après, tu fais pas du sport de haut niveau. Je pense que si t'as pas envie de gagner, ça sert à rien, quoi. Ouais. Et moi, c'est ce qui me fait lever tous les matins à 6h30, c'est d'être toujours dépasser les limites, quoi, repousser les limites. Et le regard des autres, c'est quelque chose que tu gères comment, ou que justement la pression qu'on veut te mettre, l'attente qu'il peut y avoir. Franchement, j'essaye de gérer ça au mieux. Alors encore une fois, hein, je sais que plus l'approche des Jeux va arriver, et plus ça va monter crescendo. Maintenant, je suis dans une optique où justement j'essaie de relativiser pas mal, et je me dis que oui, ça fait partie du jeu. Je suis attendu, effectivement. 3 fois champion du monde de suite, bah, tu peux pas te dire je vais au jeu avec voilà. Moi après, pour me retirer un peu de pression, je me dis que déjà avoir une médaille au jeu, ça serait déjà réussir ces jeux. Ouais, Maintenant, ouais. voilà, si j'ai la breloque en or, je vais pas cracher dessus. Mais voilà, si par un fait de course, bah, je dois avoir une médaille d'argent, une médaille de bronze, bah voilà, selon le fait de course, bah, ça pourra s'expliquer, ça pourra faire une très belle course aussi. Donc Ouais, il peut tout arriver. il peut tout arriver. Je veux C'est dire, c'est le pas triathlon, mathématique, hein. il t'arrive une mauvaise crevaison dans ton premier tour vélo, et bah, le temps d'aller chercher la wheel stop et d'aller chercher ta roue de secours et machin, bah ouais, si t'as perdu 3 ou 4 minutes, bah déjà, si tu vas chercher une médaille de bronze grâce à ça, je pense Déjà, que c'est beau, hein. voilà, t'as réussi ta course. Donc, il faudra tirer un bilan quand la course sera terminée. Ouais. Maintenant, oui, j'y vais en conquérant, ça c'est sûr. Ouais. J'ai vu aussi que tu fais que
tu faisais une prépa un peu spécifique vu qu'il va faire très chaud et très humide. Ouais. C'est la première fois que tu fais une prépa spécifique pour une course en particulier? Oui, bah oui, parce que là, enfin voilà, j'ai eu la chance de faire le test event au mois d'août l'année dernière, donc réputation générale de ce qui nous attend au mois d'août cette année. C'était quoi ton ressenti d'ailleurs? Bah franchement, moi je fais beaucoup de format M aussi, donc format olympique dans les courses régionales et tout ça parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît. Et ben en fait c'est la première fois quasiment que j'ai ressenti le fait de pouvoir de m'asseoir après un sprint. D'habitude je digère très très bien les sprints et là honnêtement. On a eu des conditions un peu climatiques difficiles. C'est là où il a fait le plus chaud sur le test event et aussi ils nous ont annulé le triathlon pour un duathlon. Ah ouais? Ouais, 3 heures. J'avais pas vu ça. 3 heures avant la course, ils nous ont décrit que l'analyse de l'eau était pas assez bonne en fait et que du coup elle était annulée pour un duathlon. D'accord, et ok. en fait, donc c'est course à pied, vélo. Ouais, voilà. Donc on a fait 2,5 de course à pied, 20 bornes de vélo et on a refait 5 bornes après. Et en fait, ça a été plus difficile dans le sens où les 2,5, donc en duathlon, ça part toujours à bloc. Ouais, et en fait, quand j'ai commencé à monter sur le vélo, j'ai déjà senti que j'étais déjà en mode surchauffe, quoi. Alors que d'habitude, quand tu commences le vélo, t'es limite un peu rafraîchi par l'eau, d'être sorti de l'eau. T'es un peu détendu. Et donc voilà, ça a été une course assez éprouvante et voilà, j'en retire le fait que j'ai plutôt bien réagi malgré la chaleur, j'ai bien couru et mes temps en course à pied étaient corrects. Donc je m'affole pas plus que ça sur le climat, je sais que ça va être costaud, chaud, humide. Donc effectivement, dès que j'ai l'occasion, je vais me faire des sessions en thermoroom. Thermoroom, c'est les pièces fermées, chauffées à 40 degrés et voilà, tu te claques une séance là-dedans, quoi. Ok, ouais. Et il y a d'autres choses un petit peu que tu fais en spécifique pour là-bas ou c'est essentiellement. C'est essentiellement ça, la thermoroom. Un passage minimum une fois par mois. En fait, je me fais une séance dans ces conditions-là, quoi. Ok. Et du coup, tu connais déjà le parcours? Ouais, on connaît le parcours, ouais. Tu le sens comment? Écoute, c'est un parcours urbain. Dans la natation et dans la baie d'Odaiba, donc effectivement on a une natation qui va se dérouler entre 29 et 30 degrés, donc pas de combinaison néoprène, ça va se nager l'eau entre 29 et 30. Ouais. Déjà c'est quand même particulier. Ouais, ça va être particulier. Après on va avoir je pense une température extérieure de 35 degrés avec un taux d'humidité à 70% en moyenne. Ouais. Donc voilà, tu dégoulines à rien faire et donc forcément à faire un sprint, il va faire très chaud, mais bon. On va s'entraîner pour, il n'y a pas de raison. Ouais, ça fait partie du jeu. Hein. Exactement. Les derniers étaient à Rio, tu vois, on voit ce qui est arrivé à Vincent Louis, tu vois, à Rio, je pense qu'il a pris un petit coup de chaud aussi, tu vois. Ça fait partie du jeu et puis vous êtes des athlètes de haut niveau. Hein, c'est ça, on va pas se plaindre, on va pas se cacher derrière des excuses, on sera tous les mêmes, ça sera les mêmes conditions pour tout le monde et à la rigueur, il y a que les Asiatiques que ça peut arranger un petit peu parce qu'ils connaissent déjà ce climat, mais voilà. Ok. On y va. Trop cool. Ça ressemble à quoi en ce moment une semaine avec toi là? Tu t'entraînes combien de temps? Une semaine avec moi, tu l'organises? ça ressemble à peu près 25-30 heures d'entraînement semaine. Ouais. C'est minimum 2 disciplines par jour, donc natation, vélo ou natation et course à pied. Ok. Natation tous les jours? Ouais, natation tous les jours, 5 fois la semaine. Et puis voilà, c'est à peu près 20 bornes de natation par semaine, c'est à peu près une quarantaine à pied et puis 300 km de vélo, quoi. Ouais, donc ça rigole pas du tout. Moi je sais, pour avoir fait une prépa Ironman, en tout cas jusqu'à un mois de la fin, je sais ce que ça représente, donc franchement je te tire mon chapeau parce que je sais que ça fait plusieurs années que tu fais ça. C'est quoi les trucs sur lesquels tu essayes de progresser en ce moment? Il y a des spécifiques, du travail spécifique des petits points faibles que tu essayes de corriger, En fait, dans les 3 disciplines, celle qui me coûtait le plus, c'était la natation parce que je suis pas nageur de base et là du coup on a beaucoup bossé la natation et mes temps en natation commencent à être à peu près corrects, donc ça c'est mieux. Et là, ces dernières semaines, là, on est plus à récupérer un peu de retard sur la course à pied parce que j'ai repris peut-être un peu fort, un peu vite, et du coup, j'ai eu un petit problème de tendon. Okay. Donc, ça a décalé un peu ma prépa. Et bon, voilà, je suis pas en avance sur ma prépa à pied, donc
voilà, on essaye tranquillement de rattraper le retard, mais il y a pas d'affolement, quoi. Ouais, mais je suis sûr que tout va bien. Et comment tu fais un petit peu pour tout ce qui est entraînement invisible, tout ce qui est nutrition, sommeil, massage? Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent? Est-ce que tu as des doctrines de vie un peu particulières? Bah, j'ai un kiné magicien qui s'appelle Pierre Contremoulin, que je vais voir une fois la semaine. Ouais. Donc voilà, lui, il me remet bien les cannes en route quand il y en a besoin. J'aime bien le terme kiné magicien. C'est ça. J'essaye le vendredi, donc je vois le vendredi. Le vendredi après-midi aussi, quand j'ai l'occasion, j'essaye d'aller faire un tour du côté de Cryo Santé Sport à Mont-Saint-Aignan, là, donc cryo du corps entier. Ça marche bien sur toi? Ouais, franchement, moi j'ai super ressenti de la cryo là. Ok. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au moins une fois tous les 15 jours, quoi, parce que voilà, j'en trouve le besoin. Ouais. Après, je suis pas quelqu'un qui a le temps de faire des siestes parce que justement, ma vie de père de famille doit me ramener de bonheur à la maison et du coup, bah voilà, j'essaye d'enchaîner un maximum mes entraînements dans la journée pour pouvoir être présent pour ma famille. Par contre, je suis pas du tout du soir. Je pense qu'à 21h, 21h30 au grand max, les yeux se ferment tout seuls. Ouais. Et bon, voilà, après, je suis du matin. Ça me dérange pas de me lever tôt le matin. Et du coup, en termes de nutrition, j'essaye d'être le plus équilibré possible, mais sans faire de fixette, parce que si voilà, j'ai besoin de manger un steak frites, j'ai pas de scrupule à manger ce steak frites, quoi. Ouais. Bah après, tu brûles tellement de calories que C'est ça, il faut savoir en ingérer un peu aussi, quoi. Ouais, c'est pas comme les sports, on va dire, de demi-fond où tu vois, ils s'entraînent beaucoup moins en volume, Carrément. donc c'est pas pareil. Ok, ouais. Et du coup, tu te fais pas accompagner pour de la nutrition ou? Non, je fais des bilans en fait. Ouais, tu fais des En petits- tant que sportif de haut niveau, on a la SMR, donc le suivi médical réglementaire, où en fait on a recours un petit peu sur ces nutritions, enfin bilan nutritionnel et tout ça. Voilà, on s'est rendu compte que je n'étais pas forcément le meilleur élève, je suis pas le pire élève, donc je suis dans la moyenne. C'est comme dans ma scolarité, j'ai toujours été dans la moyenne. Ouais. Et t'as d'autres trucs sur lesquels tu te fais un peu accompagner ou d'autres domaines sur lesquels tu essayes de progresser et d'augmenter un peu les curseurs de la performance? Là actuellement, le domaine où j'ai un peu accès, c'est partie bike en fait. Là, je viens de changer mes deux vélos, j'ai un vélo de route et vélo de chrono. Donc voilà, j'ai essayé d'installer un peu du bon matos dessus et l'idée, ça serait peut-être de faire un petit coup de soufflerie avec le vélo de chrono pour essayer de caser le 1m95 le mieux possible sur le vélo. Parce qu'on parle toujours de PMA à vélo et la puissance, comme quoi c'est important de développer des watts. Mais il faut avoir. Mais je pense que la posture, exactement, la posture est aussi au moins autant importante. Donc là, on est en train de voir pour les semaines à venir, à essayer de se caler au mieux pour avoir la position au top pour Tokyo, quoi. Ouais, parce que les auditeurs qui nous voient pas, du coup, ils se rendent peut-être pas compte, mais 1m95, je crois que ça fait 2 fois qu'on le dit. C'est vrai que sur un vélo, on va dire les grands champions de vélo sont pas toujours des grands gabarits. Et tu dois détonner un peu dans le peloton, non? Ouais, c'est pour ça que je galère toujours un peu à trouver un vélo parce que du coup les cadres sont rares et du coup c'est toujours un peu complexe de trouver ça. Ouais, de toute façon, moi, quand je prends le départ d'une course, je suis toujours un peu le mec un peu hors norme parce que même sur un départ course à pied, les coureurs de demi-fond, quoi, c'est tous des maigrelets d'1m60 et 50 kilos. Et moi, mon 1m95 avec mes 82 kilos, je suis un peu bûcheron au milieu de tout ça. Mais bon, voilà. C'est bien, tu vois. Je passe pas inaperçu, en fait. C'est ça l'avantage. Ouais, mais t'es le vrai champion, tu vois. On te remarque et en plus, il va gagner, quoi. Et en course à pied, ce qui fait encore plus la différence, c'est que déjà, j'ai le gabarit, mais en plus, avec la lame, quand ça claque sur le sol, là, tac, tac, les mecs ont tendance à se retourner, à se demander ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive là-dedans, là. Ils savent que c'est toi qui arrive derrière, généralement. Maintenant, ils commencent à savoir qui c'est, ouais. Ok, ouais. Ok, mais c'est marrant parce que je me serais pas douté de ça, ouais, effectivement, qu'il y avait un petit bruit. Ah ouais, non, ça claque bien, ouais. Ok, ouais, génial. Et tu sais que tu parles de position sur le vélo, on est à Rouen aujourd'hui. J'ai rencontré Francky Batelier et je sais que lui, il fait des études posturales. Ouais, je sais. Sur vélo. J'ai déjà eu recours à lui. Ok, d'accord. Ouais, on s'est déjà vu. Ouais, ok, trop cool. Écoute, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un épisode que je recommande aussi. Francky, quelqu'un de super sympa et un grand nom du triathlon, du triathlon français. Donc, je recommande aussi. Et ouais, t'as parlé de PMA à l'instant. Moi, je suis toujours un peu curieux de savoir les chiffres, forcément, vu que j'ai roulé aussi. Tu t'en es à combien à peu près, du coup?
Alors mes évals physiologiques à l'INSEP l'année dernière, j'avais développé 460 watts arrêté. Putain, en fait. Wow. J'avais passé le palier des 450 watts et j'ai pédalé pas longtemps au-dessus, donc ouais, ça a dû valider 460 quoi. Ok, d'accord. Ah ouais, donc c'est Sur une jambe et demie, donc c'est pas trop mal. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Et du coup, pour le vélo, ça change quelque chose, toi, au niveau de En ta fait, position c'est pas en position, mais c'est en termes de puissance. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un capteur de puissance, en moyenne, je pédale à 66% et 33%, donc 66% de ma jambe valide et 33% de ma jambe amputée. Ouais. Donc on a toujours un décalage entre une jambe et une autre, mais moi, du coup, le décalage, il est assez important. Donc ça voudrait dire que grosso modo, si je devais avoir deux jambes, ma PMA aurait été assez sympa, je pense. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Et ouais, du coup, ta prothèse, tu la fixes sur le. Alors en sur- fait, sur le bas de ta j'ai une cuisse. spécificité, c'est que je m'entraîne avec une prothèse de vélo, donc c'est ce qu'on appelle un peu un pilon. En fait, il n'y a pas de pied, ça vient Ouais. directement se clipser sur les pédales look entre Ok. autres. Donc ça, c'est pour tout ce qui est entraînement et course de vélo. Par contre, en triathlon, pour être le plus rapide possible sur les transitions, et ben en fait, je nage sans prothèse. Donc ça, j'ai pas le droit de nager avec une prothèse parce que si jamais je devais mettre des coups, forcément, je gagnerais pourrais trop faire mal. facilement parce que j'assommerais tout le monde. Ouais. Par contre, à la sortie de l'eau, donc j'ai une chaise à la pré-transition, là où je vire du coup la combinaison néoprène si je l'ai. Et là, du coup, je mets la lame pour courir, la lame en carbone. Et en fait, pour perdre le moins de temps possible, je fais le vélo aussi avec cette lame en carbone. En fait, on a bricolé avec mon prothésiste Gérard Baskakov, on a bricolé une pédale de VTT avec laquelle on a fait une coque en carbone. Ok. Et en fait, la lame, elle vient se glisser dedans. Et en du fait, coup, pour ta transition, t'as plus exactement. besoin, t'as juste besoin de mettre une chaussure. C'est quoi. ça. En Ok. fait, aujourd'hui, ce qui me pénalise avec les triathlons valides, c'est qu'en fait, c'est cette sortie d'eau où je perds du temps à mettre la lame. Ah. Parce qu'en fait, voilà, je perds plus de temps derrière et que je suis assez compétitif sur le restant de la course, quoi. Ok. Parce que ça prend combien de temps à mettre une lame, du coup? Ouais, c'est pas énorme, hein. Entre virer la combinaison et mettre la lame, c'est peut-être une minute. Sauf que tu sais très bien comment ça se passe. La plupart des mecs, ils partent, ils virent la combinaison en courant. Alors que moi, du coup, je la vire vraiment à l'arrêt, quoi. Donc, ouais, c'est à peu près peut-être une minute, quoi. Et c'est souvent ce qui m'a coûté les podiums avec les valides parce que je finis vraiment à leurs pieds et que voilà, cette minute, elle m'a été plusieurs fois préjudiciable, quoi. Ok, mais je comprends mieux, mais c'est vrai que pour vous, c'est encore plus un casse-tête de faire exactement. Ouais, le mais bon c'est un meilleur mouvement. challenge encore. Ouais, Tu vois. c'est un Franchement, moi, les plus belles émotions, ça a été quasiment sur les courses valides où en fait, j'ai vu plein de mecs avoir limite la larme aux yeux en me disant, mais putain, ce que tu fais, c'est incroyable, quoi. Ouais. Donc, la reconnaissance, tu vois, des triathlètes, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir parce que ils savent aujourd'hui C'est clair. ce qu'il y a de mis pour atteindre ces niveaux-là, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y a des courses que tu as fait en valide dont tu te souviens et sur lesquelles tu as passé des bons moments? Ouais, il y a le triathlon de Deauville, donc c'est un des triathlons les plus cotés en Normandie, là. Je l'ai fait, C'est 1500 participants au départ, donc sur le format olympique, format M, je l'ai fait il y a 3 ans, et je termine 11e sur 1500 ce jour-là. Donc voilà, c'était une belle course, c'était vraiment plaisant. Ouais, c'est un des plus gros triathlons en France, quoi. Ouais, il c'était est connu, vraiment... il est mythique, quoi. C'est ça, c'était vraiment une des belles courses dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir et voilà, faire quasiment un top 10 sur une course comme ça, ça fait plaisir. Et ça... Il y a du gros niveau. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon, trop cool, félicitations. Merci. Et juste pour moi, je reviens un petit peu sur ta lame, du coup. C'est quelle marque qui fait ça? C'est Autobock, c'est une marque allemande. Ils sont spécialisés dans ce type de matériel. Ouais, en fait, aujourd'hui, il y a 2 leaders sur le marché de la prothèse, c'est Ossur et Autobock. Donc Ossur, c'est islandais, Autobock, c'est allemand. Voilà, c'est eux qui se partagent la part du gâteau, entre guillemets, quoi. D'accord, ok. C'est eux qui appareillent la plupart des sportifs, quoi. Bah, c'est bien un petit peu d'en parler aussi, parce que forcément, ils ont moins d'exposition que les autres sponsors, donc je voulais un peu savoir. Et j'ai vu aussi que tu étais dans la team Coq Sportif, c'est ça? Ouais. C'est eux qui sont venus vers toi? Ouais, c'est vraiment un plaisir parce que j'étais à la recherche d'équipementiers depuis un petit moment. J'avais pas réussi à percer dans ce domaine-là. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir recours à rentrer dans cette famille du Coq Sportif. Donc c'est un plaisir parce que moi je suis hyper chauvin, je suis fier d'être normand, fier d'être français. Et du coup, voilà, représenter une marque française, c'est vraiment un grand bonheur, un grand plaisir.
J'ai vu qu'ils avaient aussi un espèce de, enfin, qu'ils avaient beaucoup d'athlètes ambassadeurs. T'as pu en rencontrer peut-être quelques-uns ou... Ouais, à l'occasion, on a l'occasion de se rencontrer de temps en temps. Alors forcément, qui dit team dit programme et chargé. Alors entre les sports d'hiver, les sports d'été, les machins, c'est toujours difficile de pouvoir se rencontrer. Mais ouais, non, c'est vraiment un plaisir pour moi. Trop cool. Il y avait un sujet qui me tenait aussi à cœur, j'ai vu que tu avais créé une asso de sport qui s'appelait du bon pied. Ouais, le sport du bon pied, ouais. Le sport du bon pied. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la genèse de ce projet, le but, et quand est-ce que tu l'as créé? En fait, c'était au tout départ de mon accident, départ de mon amputation. En fait, j'avais réalisé un devis pour de faire des prothèses pour le triathlon. Trois prothèses, c'était à peu près 18 000 euros. À l'époque, je suis en recherche d'emploi, j'ai mes 2 enfants, donc c'était inconcevable de faire un crédit pour des prothèses. Et ça a été mon premier challenge, en fait. C'était avant de faire du triathlon et avant de devenir triathlète. Il a fallu que je trouve des sous, quoi. Donc voilà, je me suis pas démonté, j'ai réfléchi, j'ai créé cette petite association à l'aide de personnes qui m'ont aidé. Et puis ça a été de faire des lotos, de faire des concerts de gospel, de vendre des t-shirts, des trucs, enfin voilà, petit à petit, en fait, j'ai commencé à pouvoir me payer ma première prothèse, deuxième prothèse, et puis ouais, c'est un truc qui a bien marché. Aujourd'hui, c'est une association que j'ai mis entre guillemets en stand-by parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Bien sûr. Mais voilà, je pense que cette association, elle sera, à la fin de ma carrière sportive, je pense que je la remettrai un peu en route pour essayer d'équiper justement les jeunes en situation de handicap qui n'ont pas forcément de prothèse pour courir. Donc voilà, les petits accidentés de vie de gamins, de trucs. Voilà, je pense que ça me tiendra à cœur d'essayer. Il y a une association qui s'appelle L'Âme de Joie. Qui est basée dans le Nord, qui fait ça en fait, qui donne des prothèses aux gamins pour pouvoir faire du sport et tout ça. Et franchement, je trouve ça énorme et voilà, ça m'a donné un peu l'idée de faire ça un peu sur le territoire normand. Donc voilà, on verra chaque chose en son temps, mais ça sera, je pense, un projet plus tard, quoi. Ok, trop cool. Bah écoute, félicitations parce que t'as pas eu un parcours évident, tu vois. T'as eu un parcours semé d'embûches et pour être là où tu es aujourd'hui, je pense qu'il faut énormément de courage, énormément de résilience. Donc je ne peux que te féliciter. Ah, c'est gentil. Bravo à toi en tout cas et c'est très cool d'avoir des parcours comme ça parce que tu vois, c'est un peu aussi pour ça que je fais ce podcast, tu vois, c'est de montrer qu'on peut partir de loin et que la vie c'est un parcours sinueux et qu'on sait pas trop c'est sûr ce que ça peut arriver. Donc c'est sûr. Moi en fait, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est qu'en fait, malheureusement, rien n'est tracé. Vous pensez pouvoir contrôler votre vie et puis en une fraction de seconde, tout s'arrête parce que voilà, accident, parce que machin, peu importe, maladie ou voilà, et qu'en fait peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie, ce qui est beau, c'est de rêver, en fait. Et moi, la preuve, c'est que j'ai rêvé un jour que je ferais les Jeux. Et bon, là, je touche du bois ou j'en sais rien de quoi toucher, mais je suis bien parti pour faire mes premiers Jeux. Et voilà, et j'aurais jamais spécialement rêvé d'être champion du monde. Ça a été le cas. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, il faut croire en ses rêves aussi, parce que voilà, j'ai cru en moi et pas s'arrêter à écouter les gens. Les médecins, beaucoup de médecins m'avaient dit à l'époque, ouais, mais non, tu pourras plus faire ça, il faut faire attention, vas-y doucement et machin. J'ai été en mode bourrin, j'ai souvent avancé de 2 pas pour en reculer de 3 parce que j'avais été pas forcément trop cool avec mon moignon et tout ça. Mais ça m'a forgé aussi, ça m'a appris à gérer mon nouveau corps. Et aujourd'hui, voilà, je suis quelqu'un qui est épanoui dans ce qu'il fait et voilà, et faut rêver, quoi. Ouais, mais t'as raison. T'as le sourire, en tout cas, tu dégages une énergie de ouf. Donc, je croise les doigts pour toi, en tout cas, et je vais suivre vraiment Tokyo avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion. Et j'espère que j'encourage les auditeurs vraiment à aller suivre un petit peu Alexis sur les réseaux et lui donner un maximum de force c'est ça, dans la dernière ligne droite, quoi. C'est important. Mais on parle beaucoup de followers et tout ça, et aujourd'hui, je suis pas champion du monde de followers. Ouais, mais ça, c'est sûr que c'est pas important. Tu vois, je pense que
ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la qualité aussi des gens qui te suivent. Est-ce que c'est des gens qui te donnent un petit peu d'amour, ou tu vois, ou qui disent en t'envoyant un message d'encouragement, ou en te reconnaissant dans la rue et en te serrant la main, tu vois. Je suis épanoui plutôt qu'un petit like sur un bouton. Bien sûr, quoi, tu vois, je suis épanoui dans les gens qui me suivent. Je sens que c'est réellement sincère. Par contre, tu vois, aujourd'hui, dans la recherche de partenariat et tout ça, on te parle toujours de followers et tout ça. Donc c'est là où c'est un peu ingrat, quoi. Tu sais que je regardais ce matin, toi, ton feed Facebook et tout. T'as énormément d'engagement, quoi. Ouais. Enfin, l'engagement, en gros, pour être un petit peu plus clair, pour les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, c'est la proportion de gens qui vont liker une photo ou commenter une photo ou la partager comparé à ta base de followers. Donc voilà. Et toi, t'as des taux mais qui sont énormes. Et tu vois, moi j'interroge beaucoup de sportifs, des fois des sportifs qui ont des communautés peut-être 10 fois supérieures à la tienne, et le nombre d'engagement sur un post, il est équivalent. Donc si tu veux, ta communauté est beaucoup plus engagée. Tu vois, bien sûr. Mais ça, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde, tous ceux qui pourront écouter aussi ce podcast, de me suivre et de m'encourager, parce que aussi dans les moments où c'est un peu plus dur, voilà, je sais que derrière il y a du monde, quoi. Ouais. T'as eu des moments durs ces 2 dernières années, on va dire, ou depuis que t'es champion du monde? Non, pas vraiment. Ouais, ça tourne bien. Ouais, pas vraiment, ça tourne. Je suis épanoui, j'ai du monde autour de moi qui m'épaule. Voilà, mes femmes et mes enfants et tout, mes parents. Non, ça va, je suis heureux. Ok. Et c'est quoi ta vie? T'as parlé plusieurs fois de tes enfants. Là, moi, je vais être papa bientôt, là. Bravo. Et ouais, merci. Là, j'attends avec impatience. Et quel est comment tu t'organises un petit peu pour réussir à tout jongler, et comment est-ce que toi, tu as envie de leur transmettre ta passion du sport? Alors, ma passion du sport, je vais même aller un peu plus loin en disant que aujourd'hui, je leur implique ce que c'est que la vie, en fait. Alors, je veux pas passer pour le vieux relou non plus, mais aujourd'hui, ils ont devant eux quelqu'un qui a été abîmé, un parcours de vie abîmé, et je leur prouve aussi que du coup, en fait, tout est possible, que on peut avoir des difficultés sur quelque chose, mais qu'il faut pas baisser les bras pour autant. Donc voilà. Forcément que je vais les pousser à faire du sport parce que ça me plaît. Maintenant, je vais pas non plus les pousser à faire du haut niveau ou de la compète s'ils en ont pas envie. Pour moi, le sport, c'est un grand lien de cohésion sociale. C'est voilà, peu importe. On parle pas de richesse, on parle pas de pauvreté, on parle pas de couleur de peau. Le sport, ça réunit. Voilà, c'est ça qui est fédérateur, et c'est ça qui me plaît. Moi, je cautionne pas ma vie sans sport, c'est impossible. Ouais. Donc mes enfants, voilà, j'essaye de faire un mélange de tout ça, de dire que qu'ils fassent pas la même erreur que moi. C'est-à-dire que moi, j'étais pas forcément le meilleur élève, j'étais pas le pire, mais il y a des trucs qu'on m'a dit de bosser que j'ai pas fait. C'est entre autres l'anglais. Voilà, que ne pas être bon en géométrie, pour moi, entre guillemets, j'ai envie de te dire, dans la vie active, on s'en fout, quoi. Ouais. Par contre, pouvoir gérer une langue étrangère, c'est vraiment très 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 pratique. Donc voilà, c'est essayer de donner un peu mon expérience et de le retranscrire là où j'ai merdé et là où j'ai plutôt réussi, quoi. Ok, bon, c'est cool. Ouais, effectivement, les valeurs du sport, quoi. C'est ça, voilà, valeurs de sport, et puis valeurs humaines aussi, parce que voilà, il faut pas dénigrer les gens. On est tous différents dans cette société, peu importe le handicap, pas handicap. Voilà, et il faut tous vivre ensemble. Voilà. T'as raison, tu l'as bien dit, t'as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord, ça clôture bien la première partie. Là, j'arrive à la fin de l'interview, j'ai une série de 10 questions où je demande un peu aux invités de répondre soit du tac au tac, soit de manière un peu détaillée. Okay. C'est un petit peu un format ping-pong, tu vas voir. T'es prêt? Ouais, et tu sais que j'ai des potes qui sont sportifs de haut niveau, ils appellent pas ça du ping-pong, ça s'appelle du tennis de table. C'est vrai, pardon. Mais là, vu que c'est pas du tennis de table, c'est du ping-pong verbal. Voilà. Mais si t'as des potes pongistes, avec grand plaisir pour les rencontrer. Hein. Ouais. On en reparle juste après. C'est quoi une bonne journée pour toi? Une bonne journée, c'est arriver dans mon lit le soir où je sens que je suis vanné de la journée parce que je me suis entraîné comme un dingue. Ok, ça marche. Je sais que tu écoutes beaucoup de musique. Ouais. C'est quoi qu'on peut trouver tout le temps dans ton baladeur? Franchement, si je suis en mode vénère, ça peut être AC/DC à bloc. Ok. Si je suis en mode nostalgique, c'est hip-hop années 2000, quoi. Ok. Et puis, ouais, franchement, il y a vraiment de tout, quoi, selon les humeurs. Ok, génial. Moi, je retiens pour AC/DC en tout cas. C'est quoi ton plus beau souvenir de sport?
Bah, je reviens dessus, c'est ma deuxième place au championnat de France paratriathlon parce que c'est le début de tout. Et puis le dernier, c'est le championnat du monde à Rotterdam 2019 parce que étant champion du monde, c'est mon critère de sélection directe pour les Jeux de Tokyo. Donc voilà, on le voit quand je passe la ligne. En fait, voilà, il y a énormément de fierté qui ressort. D'émotion. Ouais, c'est ça. Qui ressort. Vous êtes combien à partir au jeu du coup? En triathlon aujourd'hui? Ouais. En paratriathlon, écoute, pour l'instant, officieusement, je suis seul, mais ouais, je pense qu'on sera 7 athlètes, je pense, 7-8 athlètes. Ok, et ils jouent quand leur qualif? Ça se joue toute cette année jusqu'à... Ah, c'est sur au point? Ouais, ça se décidera réellement, ça se termine fin juin 2020. Ok, bon bah je compte sur les auditeurs pour aller donner un maximum de soutien au reste de l'équipe. Ouais, on compte sur vous. Bon, je fais une petite aparté sur la fin, mais je crois qu'il y a une équipe de paratriathlon qui est en train de bien progresser, non? Il y a une nouvelle génération qui arrive, j'ai l'impression. Ouais, en fait on a une équipe qui s'est densifiée ces 3 dernières années. Ouais. Moi je suis arrivé il y a 3 ans, donc j'étais le petit nouveau entre guillemets, ça faisait longtemps que ça n'avait pas bougé. Et là, depuis, on a quasiment doublé l'effectif. En fait, c'est un truc de ouf. On a beaucoup de triathlètes longue distance qui sont venus en tant que guides. Donc, il y a Cyril Viennot, pour ceux qui connaissent un peu. Il y a Toumi de Gamme. C'est des mecs qui sont sur des bons potentiels sur du longue distance, qui font partie vraiment des meilleurs Français. Et là, aujourd'hui, qui viennent intégrer le dispositif paratriathlon en étant guide pour les malvoyants et les aveugles. Donc en fait, franchement, on a un niveau qui est en train de monter vers le haut et ça pousse tout le monde. Et ça, je pense qu'on a une très belle équipe de France. Trop cool, trop cool. Ça a été quoi le moment le plus décisif dans ta carrière? Le moment le plus décisif, ça a été, je pense justement, ma première course en Australie parce que c'est celle qui du coup m'ouvre les portes de l'équipe de France pour ma première sélection pour les Europes et les mondes. Et en fait, je me souviens que je suis en train de nager dans le bassin de 50 mètres 3 jours avant la course. Et en fait, en plein milieu de la natte, je m'arrête, je suis au milieu du bassin et là, je suis en train de lever les yeux au ciel et je me dis putain, un truc de ouf, je suis en Australie. Et là, je réalise réellement que ma carrière, elle est en train de prendre forme et je me dis, mais moi qui n'ai jamais pris l'avion, je me retrouve en Australie à nager et tout. Enfin, ça a été magique pour moi, magique. Okay. Il y a eu des rencontres décisives? Rencontre décisive, oui, forcément. Après, je vais pas. Je suis quelqu'un qui est fonceur, donc je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, je m'arrête pas. On va pas faire de jaloux. Ouais, exactement. C'est quoi la plus belle ambiance que tu aies vécue sur un tri? La plus belle ambiance, il y en a eu quelques-unes, mais le championnat du monde à Gold Coast il y a 2 ans était assez sympa parce que c'était en fin de saison, fin septembre. Et que tout le monde avait plutôt bien réussi sa course, donc on a fini la soirée assez sympathiquement, c'était cool quoi. Il y a une bonne ambiance. On n'en dira pas trop alors. Est-ce que étant plus jeune, tu avais une idole sportive? Ouais, j'ai forcément eu beaucoup d'idoles. Comme j'ai pratiqué pas mal le basket, c'était Michael Jordan forcément. En plus, on est quelques jours du décès de Kobe Bryant. Ouais, c'est ça. Donc Michael Jordan, Kobe Bryant, tout ça, c'est des mecs qui ont beaucoup inspiré. Et puis aujourd'hui, un mec avec lequel je suis vraiment admiratif, c'était Teddy Riner parce que sur la longévité et le mec, ce qu'il produit, c'est juste un monstre dans tous les sens du terme. Donc j'espère suivre un petit peu ses traces, quoi. Ok, ça marche. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois, je pense avoir arrêté ma carrière et du coup, je me vois, je sais pas, je sais pas. Je sais que je me rebondirai assez facilement dans le monde professionnel, mais où exactement, je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur? Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, honnêtement. Non, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Ok. Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, je pense qu'il y avait, c'était un prof de français en 3e qui m'avait vraiment poussé à continuer mes études parce qu'il croyait en moi et il m'avait fait comprendre un peu qu'il fallait que je croie en mes rêves, quoi. Et du coup, je lui avais fait confiance en disant que j'arrêterais mes études pour me lancer plus dans la vie professionnelle et l'apprentissage.
Et en fait, bah voilà, je me rends compte qu'il m'avait plutôt donné les bonnes ondes parce qu'effectivement, je pense que j'ai cru un peu en moi à certains moments et ça m'a réussi, donc c'est cool, quoi. Ouais, ok. Bon, bah, tu vois, comme quoi les conseils de prof de français, C'est ça. ça sert vraiment. Faut aller à l'école. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde ou que tu offres à tout le monde? Ouais, des livres. Alors, des livres, pour être franc, je suis pas un gros lecteur, donc ça sera pas pour recommander un livre, ça c'est sûr. Film, moi j'aime bien un peu tout ce qui est thriller et action, donc je vais pas donner de titre spécifiquement, mais le dernier film que j'ai été voir avec mon fils, c'est le dernier Star Wars là. Donc je suis pas trop Star Wars, mais j'ai vu le dernier et franchement j'ai vraiment passé un bon moment. C'est un bon film. Ok, ça marche. Je l'ai toujours pas vu, moi. Il faut que je le raconte, hein. Voilà. Me spoil pas. Non, je dirais rien. Comment est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on demande aux auditeurs d'avoir un petit peu de tes actus et... On peut me suivre assez facilement sur Facebook et Instagram. Alors je suis C'est pas là où t'es le plus actif? Ouais, voilà, c'est pas là où je suis vraiment le plus actif, mais en tout cas, j'essaye de faire du contenu de qualité plutôt que d'en faire souvent. J'essaye d'avoir la photo qui va bien et des choses comme ça. Maintenant, je suis souvent dans la région de Rouen, donc entre Rouen et Yvetot, pour ceux qui connaissent un peu la Normandie. Et puis, voilà, on me suit. Je fais un peu de stage aussi. De temps en temps, je me rends à Saint-Raphaël, là, au Crêpes à Bouloris. Et puis voilà, c'est pour ceux qui suivent un petit peu le paratriathlon et le triathlon en général. Cette année, je vais être sur la même course que les élites sur Abu Dhabi, sur Yokohama. Sur du coup Tokyo et nous en parallèle on a le championnat du monde début mai à Milan et championnat d'Europe en Suède à Malmö début août. Ils vous le mettent avant? Ouais. Ok. Ouais, du coup on a tout est un peu redispatché sur l'année olympique. Ok. Voilà. Donc très 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 grosse année. Grosse année qui s'attend parce que j'ai à cœur de garder mes titres et d'aller chercher celui qui me manque. Donc voilà, le vrai récap de ce début d'année, c'est le championnat du monde à Milan, quoi, début mai. Ok, bon, c'est tout le mal qu'on te souhaite. C'est la dernière question, du coup, comme je t'avais prévenu. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs sportifs que tu me recommandes d'aller interviewer parmi tes proches ou même dans des gens que tu connais pas? Ça peut être un défi. Écoute, des sportifs, encore une fois, c'est difficile de donner des noms parce que je voudrais pas qu'il y en a qui pensent que je les oublie. On parlait de ping-pong tout à l'heure. Il y a un gars qui est du coin là, de la ville de Rouen, c'est Florian Mérien. Donc D'accord. c'est un mec qui a participé au moins à 2 Paralympiades. Si ce n'est pas je pense que Tokyo va être sa 3e Paralympiade. Ok. Donc il a déjà été plusieurs fois médaillé. Donc lui, il pourra te parler de ping-pong ou de tennis de table. Ok. Florent, tu m'as dit? Florian Mérien. Donc ok. Trop cool. Voilà. Donc ça, c'est un gars qui est assez cool et qui pourra t'apprendre un peu ce que c'est que le ping-pong. et sinon, après, d'autres sportifs... si tu veux reparler de triathlon, il y a Gladys Lemoussu, c'est la seule médaillée aujourd'hui en triathlon, médaillée à Rio en bronze. Donc voilà, c'est un petit bout de gonzesse là, qui est assez rigolote. Donc voilà, après il y en a beaucoup d'autres sportifs, mais si ça se trouve t'en as déjà rencontré que je pourrais te dire, donc ça sert à rien, quoi. Ça marche, ok. Écoute, merci beaucoup Alexis, c'était un vrai plaisir d'échanger ce moment avec toi et on te souhaite plein de rêves encore et d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est gentil, merci beaucoup. Salut, à bientôt à tous. Ouais, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!